Souleymane Niang. La liste des personnes décédées du Covid-19 s'est encore allongée ce matin avec l'annonce du retour positif d'un test post-mortem sur un homme de 86 ans disparu le 16 mai dernier dans une clinique privée. Un autre malade est décédé la nuit dernière à Nabil Choucair, en centre de santé de Dakar. Écoutons le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye qui nous donne d'abord le point du jour sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal. Sur 930 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 68 contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Grand Médine 1, Dakar Faidherbe 1, Yoff 1, et Touba 2. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2617 cas ont été déclarés positifs, dont 1133 guéris, 30 décédés et donc 1453 sous traitement. Le Sénégal vient d'enregistrer 2 nouveaux décès liés au Covid-19, ce qui porte à 30 le nombre total de décès liés à l'épidémie. Le premier est un patient âgé de 73 ans et résident à Grand Yoff. Il est décédé le lundi 18 mai 2020 à 20h au centre de santé Nabil Choucair. Le second est un patient âgé de 86 ans, résident à Dakar. Il est décédé le 16 mai 2020 dans une structure de santé privée de la place. Le résultat de l'examen effectué sur la victime est revenu positif. Il reste que le Sénégal a un taux de létalité encore faible s'il est rapporté au nombre total de contaminés. Selon le professeur Louise Fortes, responsable de l'unité de prise en charge Covid-19 de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, elle exhorte les Sénégalais à plus protéger les personnes âgées qui meurent le plus dans cette pandémie. Elle est avec Awambaye. On note au cours de ces derniers jours une augmentation du nombre de décès qui sont notifiés au niveau du Sénégal. Mais néanmoins, quand on fait le rapport du nombre de décès sur le nombre total de patients notifiés au niveau du Sénégal, on est à une létalité, on va dire faible, qui tourne autour de 1%. Toutefois, aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire que nous puissions renforcer en tout cas l'équipement au niveau des structures sanitaires, renforcer en tout cas les unités de réanimation pour pouvoir prendre en charge ces formes qui sont graves. En ce qui concerne la prévention, nous ne le dirons jamais assez, il faut respecter les gestes barrières et surtout protégeons nos sujets âgés. Parce que comme vous avez pu le constater, le plus souvent ces décès-là surviennent chez des sujets âgés qui ont un système immunitaire qui est affaibli, soit par un diabète ou bien une autre maladie. Et le plus souvent, lorsque cette affection survient chez ces sujets âgés-là, ceci peut être responsable en tout cas du décès. Les impacts du Covid-19 se font sentir sur les vaccinations dans la région de Kolda. Beaucoup de parents rechignent à faire vacciner leurs enfants en cette période de pandémie du coronavirus. Une situation qui inquiète les autorités médicales. Elle déplore aussi la faible fréquentation des structures sanitaires actuellement notées. Abdoulaye Diallo. Hantés par la psychose d'être contaminés au coronavirus, nombreux parmi les Koldois ne fréquentent plus les hôpitaux comme en temps normal. Quand on a su qu'à l'hôpital régional de Kolda, il y a des gens qui sont hospitalisés là-bas, les gens ont eu peur d'y aller. Ça a causé un petit recul par rapport à la fréquentation. Tout un chacun a peur d'aller à l'hôpital. Tu as peur d'aller pour ne pas être le plus souvent stigmatisé. Même si les techniciens de la santé n'ont pas encore les statistiques quant à cette sous-fréquentation des patients vers les structures sanitaires, mais la situation est quand même réelle à leur niveau. Dr Yaya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda, le confirme. Nous le confirmons, effectivement, il a été constaté une sous-fréquentation de nombreuses structures de santé pour le fait de cette psychose, effectivement. C'est pourquoi donc, à ce niveau, il faut faire beaucoup de sensibilisation, puisque le coronavirus n'empêche pas aux structures de santé de continuer à faire leurs autres activités régaliennes. Ils s'inquiètent quant au non-respect par certains parents des rendez-vous médicaux relatifs au programme élargi de vaccination destiné à leurs enfants. Surtout, actuellement, ce qui nous inquiète, c'est le programme élargi de vaccination. Les mamans, pratiquement, ont réduit la consultation de cette vaccination à cause de beaucoup de rumeurs. Ça aussi, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Le programme élargi de vaccination nous a permis aujourd'hui d'éviter beaucoup d'épidémies. D'où son cri de cœur. Pour ne pas ajouter une épidémie à une autre, il faut donc qu'on soit vigilant
à respecter ce programme et les vaccination qui nous protège déjà contre beaucoup de maladies. Dans ce sillage, ils sont également nombreux des patients coldois qui ont des rendez-vous médicaux soit à Dakar ou dans une autre région et qui ne peuvent pas y aller à cause de l'interdiction de voyager d'une région à une autre. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Justement, à propos de vaccination, un vaccin contre le Covid-19 testé actuellement aux États-Unis a produit des anticorps protecteurs pour un groupe d'individus sains. Ces tests sont effectués par la société américaine de biotechnologie Moderna. Les autorités américaines annoncent des tests massifs à partir du mois de juillet prochain. Détail avec Famadion. Les toutes premières données offrent une lueur d'espoir pour un vaccin parmi les plus avancés en développement. Dans l'ensemble, l'étude menée par la société de biotechnologie Moderna, basée aux États-Unis, a montré que le vaccin était sûr et que tous les participants à l'étude ont produit des anticorps contre le virus. Une analyse de la réponse chez les 8 individus qui ont subi le test a montré que ceux qui ont reçu une dose de 100 microgrammes et les personnes qui ont reçu une dose de 25 microgrammes avaient des niveaux d'anticorps protecteurs contre le virus qui dépassaient ceux trouvés dans le sang des personnes saines. Des effets secondaires, il y en a. Les plus notables signalés dans les premiers tests du vaccin de Moderna étaient 3 participants qui présentaient des symptômes grippaux après une deuxième injection de la dose la plus élevée. La société a déclaré qu'elle pensait que les symptômes étaient une mesure indirecte d'une forte réponse immunitaire. Moderna a déclaré qu'elle prévoyait de démarrer un plus grand essai de phase avancée ou de phase 3 au mois de juillet. Il n'y a actuellement aucun traitement ou vaccin approuvé pour lutter contre la maladie. La course au vaccin contre le Covid-19 qui s'est accélérée, les États-Unis et la Chine. Des États-Unis à la Chine en passant par l'Europe, les chercheurs s'y mettent. Mais au-delà de l'enjeu sanitaire, il y a les enjeux économiques et géopolitiques, selon un expert en santé publique que nous avons interrogé, Binta Diallo. La communauté scientifique s'est entendue sur l'approche la plus efficace, le vaccin contre la COVID-19. Depuis, c'est le top départ de la Chine, berceau du virus, aux États-Unis en passant par l'Europe. Au-delà de l'enjeu sanitaire, il faut comprendre qu'il y a également un enjeu géopolitique, a dit professeur Cheikh Mbacké Lo, agrégé en santé publique. Supposons que l'Union européenne puisse trouver le vaccin, mais ceux qui auront d'abord accès à ce vaccin seront naturellement les Européens avant de pouvoir exporter ce vaccin-là. Ça va être aussi une course pour les autres pays sur le plan diplomatique de pouvoir disposer de ce vaccin-là à côté des pays, en tout cas, qui a trouvé ce vaccin-là. Donc c'est un pays qui sera mis en avant sur le plan politique, qui va pouvoir négocier sur le plan économique pour pouvoir développer d'autres axes à partir de ce vaccin-là. Donc ça, c'est un enjeu de géopolitique super important. Et derrière cet enjeu géopolitique, il y a également un autre non moins important qui est celui de l'enjeu financier. Professeur Cheikh Mbacké Lo est par ailleurs directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Si le pays qui va trouver aujourd'hui ce vaccin, ou bien que ce soit un regroupement de pays tels que l'Union européenne, etc., mais ceux-ci vont vendre à tous les pays du monde. Donc c'est des enjeux financiers énormes et ceci est indéniable. C'est pour cela vraiment je pense que la course au vaccin s'explique très bien et c'est pour cela aujourd'hui chacun veut trouver ce remède-là. La guerre autour du vaccin contre le coronavirus est donc lancée et le premier pays à franchir la ligne d'arrivée sera le premier à rétablir son économie et son influence mondiale, et l'autre enjeu de la découverte du vaccin peut être également politique. L'Afrique à peine audible dans ce concert des nations dans la recherche du vaccin. L'Afrique qui reste toujours marginalisée au sein des institutions internationales également. C'est le cas à l'Organisation mondiale de la santé. Le fait est que l'argent reste le nerf de la guerre, même si les décisions se prennent de manière collégiale. Les voix de ceux qui contribuent le plus en réalité portent plus. Anna Rocha. Dire que la voix de l'Afrique ne compte pas dans une institution telle que l'OMS, c'est peut-être exagéré, selon le professeur Ibrahim Seck, expert en santé publique. Je ne le présenterai pas comme ça, puisque l'Organisation mondiale de la santé est constituée de 6 blocs de régions. Donc vous avez la région Afrique, la région du Moyen-Orient,
la région Pacifique, la région Amérique, la région européenne et la région Asie. Donc ce sont les six grands blocs qui se retrouvent pour prendre des décisions. Et généralement, les décisions se prennent de manière collégiale. Et il y a vraiment un règlement intérieur, n'est-ce pas, pour prendre part au débat, pour faire partie donc des prises de décision, etc. Sauf que pour avoir droit à la parole, il faut notamment être à jour par rapport à la contribution annuelle des États membres fixée à $200,000, soit un peu moins de 120 millions de francs CFA par État. À défaut, le pays en question n'aura qu'un statut d'observateur. Professeur Ibrahim Seck. Force est de constater quand même parfois les cotisations ne sont pas à jour au niveau de l'Afrique. Et cela peut avoir aussi une incidence dans la participation effective dans les sphères de prise de décision. Ici, ajoute que aussi en matière comme dans toute organisation, vous voyez, ceux qui amènent le plus d'argent, ils sont plus écoutés. Et pourtant, l'expert en santé publique pense que la voix de l'Afrique devrait compter davantage, puisqu'en matière de santé, de manière générale, c'est l'Afrique qui porte le plus lourd fardeau de la charge de morbidité. Mais le diktat économique est parti pour durer. La cotisation des États membres reste la principale source de contribution volontaire au budget programme de l'Organisation mondiale de la santé, environ 51%. Et si on prend par exemple le budget programme de 2016-2017 disponible sur le site de l'OMS, sur les 46 pays africains membres de l'organisation, aucun État africain ne figure sur la liste des 20 premiers contributeurs de ce budget. Le trio de tête est formé des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le procès de l'affaire du meurtre du taximan Ibrahim Samba a été renvoyé au 2 juin prochain. L'audience devait se tenir ce matin. Le présumé meurtrier Ousseynou Diop est en prison depuis près de 4 ans. Ibrahim Samba avait été tué par balle le 27 octobre 2016 devant une station-service à Yoff. Hier, à l'occasion du triste anniversaire du meurtre de Binta Camara à Tambacounda, nous vous parlions du prochain jugement du présumé meurtrier. On connaît désormais la date précise de l'audience devant la chambre criminelle de Tambacounda. Ce sera le 24 juin. Notez également que l'affaire du meurtre du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum sera jugée le 25 juin. Et puis, le 26 juin, la chambre criminelle se penchera sur l'affaire de l'attaque du cortège du PUR lors de la campagne électorale de la présidentielle de 2019. Restons à Tambacounda, où des affrontements entre policiers et conducteurs de moto Jakarta ont eu lieu ce matin. Tout est parti de la volonté des conducteurs de moto Jakarta de reprendre de force leurs activités. Moussa Omar Gueye. Chaude matinée à Tambacounda, les conducteurs de taxi moto Jakarta ont mis leurs menaces en exécution. Ils ont en effet repris leurs activités, ce qui du reste n'est pas du goût de l'autorité administrative. Alors s'en est suivi une situation indescriptible. Badaratine, le coordonnateur régional de la RADO. En quelque sorte, la grève des Jakartaman sur la route nationale, au niveau des quartiers, ils sont en train de brûler des pneus, ils sont en train de manifester, ils sont en train de faire la course aussi avec les forces de l'ordre. En venant tout à l'heure, j'ai vu même les policiers lancer des grenades. Les populations étaient un peu affolées. En tout cas, c'est un peu donc l'anarchie au niveau de la commune cette matinée. L'appel que nous lançons, c'est que le ministère des Transports a autorisé aux taximans, n'est-ce pas, prendre maintenant donc l'effectif qui se trouve sur la carte grise. Les Jakartamans ont lancé l'alerte depuis très longtemps. Quand on interdit de supporter alors qu'ils ne peuvent avoir qu'un seul client, alors c'est leur demander d'aller vraiment à la retraite. Non, ils n'ont pas eu de soutien. Ils ont dit qu'ils ont reçu 500 000 des mains du gouverneur. Mais ça, c'était pour la sensibilisation. Ce sont des chefs de famille, ils ont des femmes, ils ont des enfants. On doit leur donner l'autorisation de travailler. Comme on l'a fait avec les taximans, il ne faut pas faire les choses de façon sectorielle. Des pneus sont brûlés ici et là. Des nuages de fumée se dégagent un peu partout. Pour rappel, la cérémonie de passation de service entre le commissaire de police sortant et celui entrant est prévue ce mardi. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. À Louga, 3 personnes ont été arrêtées pour violation de la loi interdisant le transport interurbain. Elles avaient quitté Touba pour Louga. Une fois sur place, elles ont été cueillies par la police de Louga et vont être déférées au parquet les heures à venir. Joint au téléphone, le commissaire de police de Louga, Lamarane Diallo, assure
que toutes les personnes qui ne vont pas respecter la mesure seront traquées dans le Ndiambour. À Saint-Louis, les chauffeurs de taxi qui font le trajet Saint-Louis-Diama sont dans le désarroi depuis la fermeture de la frontière avec la Mauritanie, principalement au poste du barrage de Diama. Les clients se font rares car il n'y a plus de femmes banabana qui traversent pour les activités liées au petit commerce. Mohamed Nabissila. Les véhicules de transport qui font le circuit Diama-Saint-Louis sont fortement endommagés par la pandémie du coronavirus. À l'origine, la fermeture de la frontière au niveau du barrage de Diama, une situation qui a un impact réel sur le petit commerce. Viefal est un chauffeur bien connu sur ce trajet. Depuis notre frontière, en temps normal, nous faisions beaucoup de rotations pour amener les femmes qui allaient chercher de la marchandise de l'autre côté de la frontière avec la Mauritanie. Maintenant, ces femmes ne viennent plus. 3 fois, 4 fois par jour aller-retour. Et le nombre de clients est aujourd'hui revu au quart. Une situation qui nous installe, nous chauffeurs qui faisons ce trajet dans une précarité. Et le transport, ça ne marche plus à cause du Covid-19. Le transport est également endommagé sur les autres petits postes frontaliers qui jadis polarisaient beaucoup d'échanges économiques entre le Sénégal et la Mauritanie. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et puis, ces échauffourées à la gare routière de Touba, des chauffeurs s'en sont pris au président de leur regroupement pour lui réclamer la somme de 15 millions de francs CFA. Le fruit de leur cotisation, disent-ils. Il y a eu des blessés. La police est intervenue pour ramener le calme. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous le disais dans les titres, 6 personnes arrêtées pour faux monnayage par la gendarmerie. Elles ont été déférées au parquet hier et attendent de connaître leur sort après leur rencontre avec le procureur. Le trafic de faux billets au Sénégal, c'est à la mode. Vous avez dû vous en rendre compte. Les forces de l'ordre procèdent régulièrement à la saisie de faux billets. Dernière opération en date, celle que je viens d'évoquer et qui a permis de faire main basse sur près de 2000 milliards de francs CFA en faux billets dans des devises étrangères. Alors, question ce matin, quel est l'impact de ce type de délinquance sur l'économie nationale ? Pourquoi est-il dangereux de falsifier de la monnaie ? Réponse dans ce dossier ficelé par Mohamed Ali Mouba. Dans toute économie, la masse monétaire est indexée à l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de croissance pour créer de la monnaie. Dans un régime de parité fixe tel que le nôtre, toute politique monétaire est inflationniste. Mbaye Aou, un financier, explique. C'est comme si vous venez dans la cuisine et que vous prenez plus de 3 pots d'eau que vous rajoutez sur la marmite. Où est-ce qu'on va trouver du riz? Tout le problème, c'est là-bas. C'est-à-dire qu'on aura une inflation monétaire. Une inflation réelle. Plus de billets qui circulent que de valeurs réelles dans les échanges entre agents économiques, avec une conséquence catastrophique. Vous avez vu au niveau d'un pays comme le Zimbabwe, un pays où l'inflation dépasse plus de 500%, et que tu peux avoir des caisses de billets de banque pour acheter un sac de riz. Dans les pays à revenus faibles tels que les nôtres, le danger est encore pire. En falsifiant ou en altérant de la monnaie telle que le dollar ou l'euro, le risque c'est de se retrouver sans devise en vue des échanges à l'extérieur, où tout se fait en dollars et en euros. Nous, on n'a pas beaucoup d'importance sur le commerce international. Donc, nos devises ne sont pas du tout acceptées. Généralement, c'est l'euro ou bien le dollar. Donc, si on parvient à passer par l'euro pour aller au dollar ou bien par l'euro pour aller ailleurs, si le CFA n'a plus cette force, déjà, on a un problème de garantie parce que n'oubliez pas que c'est la France qui garantit le franc CFA. Selon Mbaye Awa, la meilleure façon de lutter contre le faux monnayage, c'est de privilégier la monnaie électronique ou à défaut, châtier sévèrement les délinquants qu'ils assimilent à des criminels économiques. Parlons maintenant de la Korité. L'Aïd el-Fitr de cette année sera difficile et même très difficile pour beaucoup de travailleurs. Dans un contexte de Covid-19, la plupart ne savent pas où donner de la tête. Ces travailleurs entendent se limiter juste aux priorités. Reportage Salimata Aou. Veille de fête, période de dépenses. Mais avec ce contexte, certains travailleurs agissent par priorité, explique Demba Diagne. Il faut s'adapter au contexte et
savoir dépenser en fonction de ses moyens, en fonction des besoins primaires. Il ne faut pas aller de gauche à droite parce que cette année-ci, je pense que la période n'est pas propice à l'achat d'habits pour les enfants, pour toute la famille. À mon avis, c'est même impossible parce que plusieurs parents n'ont pas la tête à la fête. Madame Ndiaye s'est privée, elle, de certains plaisirs. Le repas familial prime surtout. Comme je faisais les années précédentes, aller chez les couturiers, faire coudre des habits à mes garçons, à moi-même, à mon mari cette année-ci pour éviter les rassemblements, j'ai préféré ne pas faire de couture. Voilà. Comme on a dit de rester chez soi, on reste donc chez nous. Mais pour ce qui concerne l'alimentation, je compte faire pareil. Je pense que je vais faire pareil, sinon mieux que l'année passée. Je vais faire le maximum. Comme jeudi c'est férié, je compte faire mon marché, sinon me faire livrer. Comme les livraisons maintenant, c'est facile. Tout ce qu'il faudra pour que la fête soit belle, les poulets, la viande, les jus, pour faire honneur à ma famille et mes enfants surtout. Oui. Une situation difficile car le coronavirus a tout chamboulé, mais il faut faire avec les moyens du bord, ajoute cet homme. En tant que travailleur, j'avoue que le coronavirus a tout chamboulé. On avait un budget bien établi, il y a les dépenses qui sont venues et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? C'est une situation quand même très difficile, j'avoue. Tout ce qu'on pouvait espérer en tant que travailleur, on l'a faussé. Certaines familles avaient l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pendant cette période, mais vu le contexte actuel, il faut surtout penser à économiser car on ne sait jamais de quoi demain sera fait, ajoutent nos interlocuteurs. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Niang. Le Covid-19 en Mauritanie, encore 19 nouvelles contamination hier. La situation se complique de jour en jour. Le directeur de la santé publique a d'ailleurs rencontré la presse pour revenir entre autres sur les mesures prises par les autorités. Correspondance Mohamed Diop. Parmi les 88 tests réalisés ces dernières 24 heures, le directeur de la santé publique, Sidi Mohamed Oudou Zahaf, révèle que 19 se sont avérés positifs. Cela porte à 81 le nombre de cas de Covid-19 confirmés à travers le pays. Ces cas sont tous issus de la capitale Nouakchott. 10 sont au Oksar, 3 à Arafat, 3 à Toujouni, 2 à Tevrak-Zena et un cas à Riyad. On en signale 4 cas graves et 2 avec des symptômes simples. Et le reste sont asymptomatiques, ne présentant aucun signe. La plupart des contaminations jusque-là révélées concernent des cas contacts suivis par les services sanitaires. Seuls 7 sont des cas importés et 14 communautaires. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. 5 personnes trouvent la mort dans le naufrage d'un bateau de plaisance en RDC. Le propriétaire de ce bateau, Souleymane, bateau utilisé par des jeunes pour faire la fête, a été arrêté. Sodacham. Le bilan est de 5 morts, indique le maire d'Ibanda, une des 3 communes de Bukavu. Le propriétaire du bateau a été mis aux arrêts hier. Il n'a pas pris des dispositions par rapport à la capacité de son petit bateau. Et puis, tous ces jeunes gens n'avaient pas de gilet de sauvetage, a déclaré le ministre provincial des Transports. Il lui est également reproché d'avoir embarqué une vingtaine de personnes en dépit des règles de distanciation sociale mises en place face au coronavirus. Le responsable du petit bateau est un Allemand, nous dit le maire de la commune d'Ibanda. Le bateau qui fonctionne à l'énergie solaire a commencé à chavirer aux environs de 19h quand les batteries se sont déchargées. Les passagers ont sauté à l'eau sous l'effet de l'alcool alors qu'ils ne savaient pas nager. Un naufrage aux circonstances plus habituelles a été signalé sur les rapides du fleuve Congo dans la province du Tanganyika. Le bilan en vie humaine est encore impossible à établir, indique l'administrateur du territoire de Congolo. Comme souvent, l'embarcation comportait bien plus de passagers qu'officiellement déclarés. Il y a 39 survivants, a-t-il indiqué, alors que la liste de passagers n'annonçait que 20 personnes. Les recherches se poursuivent. Sodacham, Souleymane, nous restons à RDC pour reparler du programme des 100 jours qui a atterri sur la table de la justice en attendant la comparution lundi prochain de Vital Kamerhe. Son neveu, Daniel Marsaro, recherché depuis un mois, a été finalement retrouvé et remis à la justice. Il s'était caché dans une ferme située à la périphérie de Kinshasa selon une source policière.
Il est poursuivi il est donc supposé avoir servi d'entremetteur entre son oncle Vital Kamere et l'homme d'affaires libanais Samil Jamal. Ils sont tous poursuivis pour détournement de deniers publics. Allons maintenant au Bénin. Le journaliste d'investigation Ignace Sossou a été condamné en appel à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. Le journaliste a été donc condamné pour cyberharcèlement. Tout est parti d'une plainte du procureur de la République qui a jugé qu'Ignace Sossou avait déformé ses propos dans 3 tweets publiés lors d'une rencontre sur l'intox dans l'information. Les avocats de la défense, bien évidemment, se désolent de ce verdict qui a été prononcé contre leur client. Élection au Burundi, la société civile s'inquiète du risque de violence. Les Burundais sont appelés aux urnes demain mercredi 20 mai pour élire leurs représentants locaux, régionaux ainsi que leur nouveau président de la République. 7 candidats sont en lice pour succéder à Pierre Nkurunziza, qui après 15 années au pouvoir décide donc de se retirer. La société civile en exil tire la sonnette d'alarme. Elle dit craindre que le pays soit de nouveau le théâtre de violences post-électorales comme ce fut le cas en 2010 et en 2015 et en appelle donc à la responsabilité des forces de l'ordre et de la justice. Une crainte qui se justifie, Souleymane, surtout qu'au Burundi, la tension n'a pas cessé de monter entre les 2 principales forces politiques, le CNDD-FD au pouvoir et le principal parti de l'opposition, le CNLL. Merci Barthélémy Ngom. Merci. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À présent, encore news, l'actualité du Covid-19 à travers le monde. Youssouf Bodian. Le Sénégal a atteint la barre des 30 décès liés au coronavirus. Les 2 derniers ont été enregistrés hors des centres de traitement réservés aux malades du Covid-19. En Algérie, le décès des suites du Covid-19 d'une médecin enceinte de 8 mois a ému tout le pays. Wafa Boudissa s'était vu refuser une demande de congé exceptionnelle alors qu'elle était prioritaire. Le ministre de la Santé algérien a mis fin aux fonctions du directeur de l'hôpital de Ras El Oued où travaillait la médecin. À l'issue de l'enquête, le dossier est susceptible d'être transmis à la justice et si une faute grave est avérée, le ou les responsables risquent d'être poursuivis pour homicide par négligence. Le pays le plus endeuillé en Afrique compte 555 morts. L'Algérie a rendu obligatoire le port de masque. Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, sa femme, ministre de la Défense, Angelina Teny, et plusieurs membres de son équipe ont été testés positifs au Covid-19. Il s'est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours, a indiqué son bureau via Facebook. Le Premier ministre russe, quant à lui, revient aux affaires. Mikhail Mikushtin a repris toutes ses fonctions presque 3 semaines après son hospitalisation en raison de sa contamination par le nouveau coronavirus. Dès demain, mercredi, les voyageurs arrivant de l'étranger hors Union européenne seront invités à respecter une quatorzaine. Ce sera toutefois sur la base du volontariat. En France, le Conseil d'État a ordonné hier lundi la levée de l'interdiction de réunion dans les églises, mosquées et synagogues. À ce jour, la pandémie a fait plus de 318 000 morts dans le monde et contaminé près de 4 900 000 personnes. L'Afrique compte près de 89 000 cas pour 2 832 décès. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché sur le continent avec un peu plus de 16 400 cas. Les États-Unis, pays le plus impacté au monde avec plus de 90 000 décès, suivent le Royaume-Uni, l'Italie, la France et l'Espagne qui ont entre 35 et 27 000 morts. Près de 43 000 personnes sont mortes du coronavirus au Royaume-Uni. Malgré tout, les 20 clubs de la Première Ligue ont voté lundi à l'unanimité en faveur de la reprise des entraînements. Les clubs pourront à nouveau s'entraîner à partir d'aujourd'hui en petits groupes. La Première Ligue espère pouvoir reprendre mi-juin. La Liga espagnole espère également une reprise de ses matchs début juin. Les clubs espagnols ont repris hier l'entraînement collectif par groupe de 10 joueurs. Nous terminons avec le point sur la recherche. Un laboratoire chinois pense pouvoir stopper le coronavirus sans vaccin. Un médicament en phase de test à la prestigieuse université de Pékin, Beida, permettrait non seulement d'accélérer la guérison des malades, mais aussi d'immuniser temporairement contre le Covid-19. La préparation des essais cliniques est en cours selon Suneizi, directeur du Centre d'innovation avancée en génomique de Beida. Lors d'un entretien avec l'AFP, il annonce que le traitement pourrait être disponible avant la fin de l'année. À présent, notre reportage Korité, la fête de l'Aïd el-Fitr qui arrive dans quelques jours. C'est pour cette année. Pour cette année, les femmes ont jeté leur dévolu sur les tissus brodés, voiles et soie.
Cependant, les commerçants ne font pas de bonnes affaires cette année à cause de la pandémie du coronavirus. C'est un reportage de Oumou Kalsoumli. Zone de captage à la périphérie du quartier de Castor. Ici, les populations reprennent petit à petit les activités dans un contexte de Covid-19. Non loin du bassin, Madame Tal tient sa boutique. Une large palette de tissus est proposée à la clientèle. Cette année, des brodés sont en vogue. Pour cette année, le soie de thon a ravi la vedette aux autres tissus. En plus, il est abordable. Ça coûte 7 000 francs le mètre et les voiles coton, 3 000 francs. Vous savez, avec le Covid, on ne voit plus beaucoup de clients. Toujours dans le quartier de Castor, Tierno s'est installé à quelques mètres du marché. Sur ses étals, des bazins riches, des getzner, des wax, des produits riches et variés, mais la clientèle se fait rare. Les tissus brodés, les voiles, c'est ce que les gens choisissent le plus. Il y avait plus d'engouement l'année dernière. Cette année, avec le coronavirus, tout est au ralenti. Les préparatifs des fêtes étaient toujours une période de traite pour les tailleurs. Cette année, avec le contexte de coronavirus, ils n'ont pas grand-chose à faire. Tout est concentré sur le brodé. Mbaye Talibéchir est tailleur à Yoff. Pour cette année, il n'y a pas beaucoup de tissus en vogue. D'habitude, on recevait beaucoup de commandes, des bazins riches, bazins getzner. Mais actuellement, les tissus voiles et le brodé sont les plus prisés. Avec cette pandémie, rien ne marche. Dans ces différentes boutiques, des tissus riches et variés sont exposés. Cette fois, quelques-uns semblent être les plus prisés. Des brodés, des soies, parfois en 2 tons. C'est à bon prix et très tendance. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 19 mai 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, des billets en toc en milliards. Les flics ont fait main basse sur du lourd. 1291 milliards de francs CFA de faux billets en devises étrangères passés pour 2 vrais, résume le journal Enquête qui écrit qu'après les affaires Thionsek et Bougazeli, une nouvelle histoire de faux billets arrose Yoff et Zac Mbao. Le confrère met aux prises un faux marabout, des montants hallucinants et des hommes politiques et promet un cocktail d'un scandale qui va faire du bruit. Qui sont ces faux? L'Observateur accuse ce matin 2 pontes du régime de Abdoulaye Wade dont il se garde de dévoiler l'identité pour le moment. Le journal note toutefois qu'ils ont intérêt à écréner leur chapelet et prier le bon Dieu pour ne pas tomber pour prouver leur innocence dans le deal, lequel a vu l'arrestation et le déferment hier lundi au parquet de Pékin de Daouda Ndiaye, Badara Fall, Alioune Diop, Mohamedou Makhtar Laye Samb ou encore de Mbaye Fall, tous des kidams de nationalité sénégalaise. Face aux enquêteurs, le cerveau présumé de la bande Babacar Fall a commencé à passer à table. C'est lui, selon le journal, qui aurait balancé le nom de ses donneurs d'ordre. Et présentement, les enquêteurs tentent de démêler le vrai du faux. Cette autre affaire de gros sous en famille, le père et le fils toujours à couteau tiré dans le journal, du moins le père qui dément Gaston Mbengue, rejetant toute réconciliation avec son fils Khadim Ba. Alors le patron de lutte Gaston Mbengue a-t-il vendu du toc, du vin à son monde? Certes, le patron de Carrefour Automobile accepte les excuses de son fils, obtenues sur la médiation de Gaston Mbengue, mais exige avant d'en finir avec lui que celui-ci lui rende ce qu'il lui a pris. Selon le journal Les Échos, Amadou Ba maintient donc sa plainte et veut son argent avant tout. La crise au club des investisseurs, le journal Les Échos reparle de la motion de soutien controversé à Akili dans son différend avec Sénélec, démission à cascade, Abdourahmane Yaye, le patron de Sagam, rend le tablier et se lâche. Kiaba Kamara, experte financière, claque elle aussi la porte. D'autres démissions en vue selon le journal. Le club des investisseurs du Sénégal, réuni en procédure d'urgence, a déchiré la fausse motion de soutien à Akili et invite le docteur Abdourahmane Diouf à rectifier le tir. Question du journal Sud Quotidien ce matin. Abdourahmane Diouf, tête de turc ou émissaire. En tout cas, le journal Le Quotidien nous dit que c'est un cas importé qui infecte le 6. Une assemblée générale extraordinaire convoquée dans 15 jours. La gestion du Covid-19, l'administration de l'Institut
Pasteur brise le silence, secouée par des prétendues erreurs sur des tests effectués à Fannes. Elle balaie les accusations qu'elle qualifie d'infondées. Le journal L'Observateur, qui se penche pour sa part sur ce qu'il appelle un différend entre IRSF et l'Institut Pasteur, note que là aussi l'Institut Pasteur a dit toute sa surprise. Il n'y a aucun malaise à l'Institut Pasteur, dit-on. À la une du journal Libération, les attentats à Ouagadougou et Grand Bassam, prolongation judiciaire à Dakar, Mustapha El Béchir, Ahmed Mahmoud ou encore ADB renvoyés devant la chambre criminelle pour acte de terrorisme. Le journal note les détails d'une traque sans répit menée par la section de recherche de la gendarmerie nationale. À la une de Vox Populi, faute de beaucoup de commandes, les tailleurs voguent vers un corona-corité sans précédent. Le confrère donne la parole à certains d'entre eux. Mandiagne dit « On a juste quelques commandes, en tout cas 3 ou 4 fois moins ce qu'on avait à la même période. » Le confrère constate que les clients optent pour le redouble. Et puis sport, Lamine Gassama, arrière droit des Lions, s'entretient avec nos confrères du journal Record. Il parle d'un éventuel transfert de Koulibaly. Il estime que Kouli serait un atout majeur pour le Paris Saint-Germain. Dans le journaliste de quotidien, c'est l'avenir de Habib Diallo qui interroge. France, Allemagne ou Angleterre, quel est le meilleur championnat pour Diallo? Le confrère note en tout cas, la Bundesliga peut être un bon tremplin pour jeunes, mais la Première Ligue, un pari risqué. Dans ce Noulam, Burkhan Wad, manager de Thiapathioly, se lâche. Balagaï 2, Boignan 2, un choc d'étincelles. C'est une demande sociale, selon lui, un combat inévitable. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue à Point de vue. Le thème du jour, Korité dans un contexte de Covid-19, quelles mesures pour le secteur des transports? Et pour en parler, nos deux invités qui sont avec nous. D'abord, M. Cheikh Omar Gaye, directeur des transports routiers. M. Gaye, bonjour. Bonjour, Souleymane. Allô? Oui, bonjour, Souleymane. Bonjour, M. Gaye. Alors, nous sommes également avec M. Ibrahima Ndongo, expert en transport. Bonjour, M. Ndongo. Bonjour, M. Souleymane, et bonjour à mon ami et frère, Cheikh Omar Gaye, directeur des transports routiers. Mais justement, Cheikh Omar Gaye, de plus en plus de voix s'élèvent au niveau des syndicats des transporteurs, mais pas seulement, au niveau des gares routières, des garages de taxis interurbains, pour réclamer la levée totale des restrictions au transport interurbain. Et cela au nom non seulement des difficultés rencontrées par les acteurs au plan économique, financier, social, mais également au nom d'une certaine justice et d'une certaine équité, puisque dans d'autres secteurs, ces restrictions ont été assouplies, allégées, voire levées. Qu'est-ce que vous répondez à ces demandes-là? Voilà, merci Souleymane. Bonjour à mon grand frère Ibrahima Ndongo. Donc effectivement, d'abord donc saluer donc l'esprit, on va dire, de résilience des opérateurs de transport qui ont accepté toutes les mesures de restriction qui ont été prises depuis donc la lutte contre le Covid. C'est le lieu de les féliciter, de les remercier. Ils sont dans des situations assez difficiles, tout le monde le comprend. Et au plus haut niveau de l'État, donc leur situation préoccupe, ça c'est clair. Alors, effectivement, lors de l'adresse à la nation de son Excellence Monsieur le Président de la République le 11 mai dernier, il y a un certain nombre de mesures d'assouplissement qui sont annoncées. Et effectivement, naturellement, le secteur des transports, donc les acteurs qui sont dans l'interurbain, effectivement, se sont levés pour demander effectivement des mesures d'assouplissement par rapport à le secteur. Je le rappelle, le président de la République l'a dit, il a pris un certain nombre de mesures sur la base de conseils et d'informations qu'il a reçus d'un groupe d'experts multisectoriels. Et dans le cadre de la lutte contre le Covid, ce sont les autorités sanitaires en général qui, en tout cas, conseillent donc la marche et la conduite à tenir par rapport donc à certaines pratiques ou à certaines restrictions. C'est ce qui avait amené effectivement de fermer la fermeture des frontières, l'arrêt du transport interurbain pour en tout cas limiter la propagation du virus. Et je pense que ça paye parce que dans certaines localités, jusqu'ici, dans certains départements du pays, en tout cas le virus n'est pas présent. Donc Dieu nous en préserve.
Alors, donc, oui. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir justement à faire des propositions pour la levée de ces restrictions? Est-ce que c'est à l'ordre du jour ou vous continuez de penser qu'il faut garder quand même un minimum de cloisonnement entre les différentes régions? Non, nous, on a déjà réfléchi sur tout. Mais donc, l'opportunité et la décision d'appliquer telle ou telle autre décision donc, appartient donc à la plus haute autorité, sur conseil des autorités sanitaires. Ça, c'est clair. Ouais, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte d'état d'urgence. Et dans ce contexte, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la prérogative et donc la responsabilité de restreindre les déplacements des personnes. Très bien. Donc c'est dans ce sens-là effectivement que le ministre de l'Intérieur a pris ces arrêtés-là pour interdire, en tout cas pour limiter donc les déplacements entre les villes. Mais vraiment c'est une difficulté qui est là. Ils sont en train de demander donc la levée de ces différentes restrictions. Maintenant la question elle est là, elle est posée. On est en train de voir nous y reviendrons parce qu'ils font plus que demander. Ils menacent maintenant de carrément prendre le volant et voyager comme bon leur semble à partir de jeudi. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je voudrais introduire M. Ibrahim Ndongo en tant qu'expert en transport. M. Chéromar Gaye le disait tout à l'heure, le chef de l'État a pris sa décision d'assouplissement dans un certain nombre de domaines sur la foi, de conseils, de suggestions qui lui ont été faites par une équipe pluridisciplinaire. En tant qu'expert en transport, qu'est-ce que vous lui aurez suggéré, vous, en la matière? Est-ce qu'il est temps de lever ces restrictions ou pensez-vous qu'il faut maintenir les barrières entre les différentes régions pour un temps encore? Merci bien. Donc, j'ai bien compris votre question. Ce que j'ai envie de dire, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de faire savoir d'abord que le virus corona, c'est pas le premier virus qui est apparu. Et si on prend par exemple le cas du sida, bon, à l'époque on avait indexé le transport de marchandises plus particulièrement pour dire que c'est le transport de marchandises qui l'avait propagé à travers le monde, le long des corridors. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, bon, moi j'ai observé la situation, c'est que c'est pas le corridor Dakar-Bamako qui est impacté aujourd'hui par le virus. On voit que les foyers se situent quelquefois à des centaines de kilomètres même de ce corridor. Et donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ce virus-là est transporté par le transport de personnes. Si je veux me répéter. C'est quoi? Par voie aérienne, les avions, ou par le transport en commun public de voyageurs. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, les barrières seront levées. Ça, c'est clair, parce que nous avons vécu avec le paludisme, le virus est toujours là, le sida, le virus est toujours là, le corona aussi, il faudra que nous apprenions à nous accommoder à vivre avec ce virus. Ce qui est aujourd'hui, il faut procéder par palier. Je pense que si aujourd'hui on a commencé à assouplir les mesures restrictives au niveau du transport urbain, il reste normalement envisageable de voir les mesures qu'il faudrait prendre pour aussi permettre le déplacement et la démocratisation des déplacements. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a semble-t-il mis en place une plateforme permettant en ligne à quelqu'un qui voudrait voyager de s'inscrire et d'avoir une autorisation en ligne. C'est une très bonne chose, c'est une dématérialisation qui était souhaitée, qui est possible. Mais vous imaginez le nombre de demandes qu'il y aura en raison de la Corité, de la rentrée scolaire, voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans un contexte qui est assez compliqué, M. Souleymane. Vous avez raison. Parce que non seulement en temps normal, en période de pré-Corité comme ça, la tension est vive. La demande est trop forte. Et aujourd'hui, il faut savoir que Dakar est habité par des personnes qui sont comme moi, qui ont les parents ailleurs, dans d'autres régions. Moi, je pense qu'il faut procéder par palier et que c'est sûr et certain que c'est pas un secret, il s'agit pas, c'est pas compliqué. C'est sûr et certain que les autorités lèveront tôt ou tard ces mesures restrictives parce que dans tous les cas, on est à 30 pieds, c'est déjà beaucoup, certes, c'est déjà beaucoup, mais il faut dire que comparé à d'autres pays, les mesures qui ont été prises ont produit des effets positifs.
Mais alors, il faut aujourd'hui respecter aussi la libre circulation des personnes et des biens, comme le stipulent les textes. Alors, monsieur le directeur des transports routiers, cher Omar Gaye, vous imaginez l'afflux à la veille de cette Korité et dans quelques jours, un peu plus d'une semaine, la rentrée des classes, c'est un casse-tête quand même pour vous. Comment vous allez faire face à cette situation ? Oui, c'est vrai que c'est une situation assez délicate, il faut le dire. Alors, c'est une organisation qu'il va falloir en tout cas réfléchir et faire de manière efficace. La grande équation, effectivement, c'est de dire oui, les gens vont avoir des autorisations, mais après, ils vont utiliser quel moyen de transport pour aller surtout c'est la question. C'est ce qui vont dans le monde rural pour les besoins de la campagne des travaux champêtres. Des travaux champêtres. C'est ce qui vont rejoindre les postes pour l'enseignement, les élèves. Donc c'est ce qu'ils veulent se déplacer pour aller à la Korité. Effectivement, il y a un système de demande en ligne qui est mis en place par le ministre de l'Intérieur. Mais là, carrément, il va falloir... Enfin, on est en train de réfléchir. Alors, je vais vous poser la question de façon très, très directe et très claire. Est-ce qu'on va lever les restrictions d'ici à jeudi ? Est-ce qu'on peut espérer que demain, au Conseil des ministres, vous êtes haut fonctionnaire, je n'attends pas de vous que vous anticipiez ce qui va se dire demain en Conseil des ministres, mais objectivement, c'est vraiment un casse-tête. Alors, c'est pas à vous que je vais poser cette question alors. Ibrahima Ndongo, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument lever ces restrictions d'ici après-demain et est-ce qu'il faut prier que demain en Conseil des ministres, le président prenne une décision dans cette direction ? Ma vision de la chose, c'est que moi je souhaite vivement que ces mesures-là soient allégées. Parce que simplement, vous savez, ce corona-là, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a imposé un désordre au plan mondial comme au plan national. Les sachants eux-mêmes se contredisent. Personne ne sait ce qui se passe. Alors l'autorité qui a sa responsabilité engagée a besoin de réfléchir, de voir, parce que tout le monde apprend dans cette affaire. Tout le monde apprend. C'est au Sénégal comme dans tous les autres pays du monde. Donc ce qu'il y a lieu de dire, c'est que franchement, il ne faut pas qu'il y ait des pressions sur l'autorité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre des pressions sur l'autorité. Le transport particulier est possible, donc le transport en commun doit être possible. Parce que simplement, tout le monde n'a pas une voiture. Aujourd'hui, si j'ai ma voiture, je peux avoir une autorisation et partir. Mais si mon neveu n'a pas de voiture, bon, je prends l'exemple du directeur, il a sa voiture particulière, il peut voyager. Mais moi, Ibrahima Ndongo tout court, si je dois aller à Tivaouane avec à bord de transport en commun, je n'ai aucun moyen. Très bien. Moi, je pense que ça, c'est un acte de réflexion qu'il faut vraiment creuser. Je résume très rapidement. Vous êtes pour un assouplissement, un allègement, mais il ne faut pas que les acteurs mettent la pression sur les autorités. Justement, nous avons une autorité avec nous et je lui donne malheureusement 30 secondes pour répondre à cette question. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les responsables syndicaux des transporteurs et quel est le niveau de discussion que vous avez actuellement eu égard à leur menace justement de prendre le volant dans les 48 heures ? Alors, nous sommes en permanence en relation avec les acteurs de transport, tous les responsables de transporteurs au niveau national comme au niveau régional, on va le dire. Alors, moi je pense que cette menace, c'est juste une erreur de communication parce qu'on ne menace pas un État. Nous sommes dans un contexte d'état d'urgence et on sait les exigences d'un état d'urgence. Nous avons un président qui est à l'écoute de sa population, qui est à l'écoute des préoccupations effectivement des acteurs de son pays. Poser donc ces difficultés, c'est une chose, mais la poser avec en tout cas beaucoup plus de délicatesse, en tout cas donc mériterait effectivement de faire attention par rapport à certains propos. Très bien. Je pense que donc le message est entendu par l'État.
de partout dans le pays, toutes les organisations syndicales et en tout cas de transporteurs ont levé la voix pour effectivement demander à ce que effectivement qu'on allège les conditions. Donc le message est entendu. Maintenant, laissons le soin donc à l'administration, à l'État de regarder effectivement tout ça. C'est sûr que c'est pas entré dans l'oreille de Donsou, c'est clair. Le président, qui connaît le président, c'est qu'effectivement qu'il anticipe, qu'il écoute et qu'il prend des décisions, même s'il doit revenir sur une décision. Nous serons ça géré. Nous serons tout oui et nous garderons un œil sur cette situation dans les prochaines heures. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye. Excellente suite des programmes sur la RFM. Tout de suite, Allô Présidence. Très bon après-midi. Au revoir.